Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Catch-moi si tu peux, le troisième épisode de cette série. Dans le premier épisode, on était concentré sur l'actualité avec le retour des Dudley Boys notamment. Dans le deuxième, on vous a présenté un débat sur la révolution des divas. Aujourd'hui, on va revenir sur la carrière de Sting. Pour m'accompagner ce soir, les deux chroniqueurs les plus affûtés de Ressos Radio sont avec moi. Si la machine à remonter le temps existait, vous pouvez être sûr que cet homme l'utiliserait pour revenir en 1999 et assister au premier titre de champion du monde de DDP. Bonsoir Renaud. Salut Vince et salut à tous les auditeurs. Donc tu as fait une donation de combien de millions cette année pour cette machine à remonter le temps? Ouf, ce que j'ai pu, pas beaucoup, mais on cotise. Comme les pièces jeunes. C'est un peu ça, On oui. donne ce qu'on peut. Sauf que j'ai pas la même coupe que Bernadette. Mais t'as la carrière de David Douillet. J'aimerais bien, oui. Sur les terrains de foot, on le surnomme Griezmann, pas pour ses qualités de joueur de foot, mais pour ses goûts capillaires. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous, ma coupe de cheveux est très bien je trouve, hein. Vous êtes un petit peu méchant ce soir, mais en tout cas je suis content d'être présent pour ce premier numéro pour ma part de Catch-moi si tu peux, hein. C'est le premier que je fais, donc pareil. Eh bien, j'espère que ce sera une réussite, mais si on verra à la fin de ce podcast si vous avez bien discuté, si vous étiez en forme. Sinon, je mettrai des cartons rouges. Ah, je prends des risques, hein. Je suis face à la bible vivante de la Sales Radio, la Renault, donc je vais quand même prendre des risques ce soir. D'ailleurs, j'ai eu un appel tout à l'heure, Manchester voudrait acheter pour 80 millions, sans bonus. Bon, je me casse. On reste pour ce soir d'abord. Tu feras tes valises après. Ça marche. Donc messieurs, comme vous le savez, on va parler de Sting, le vigilante comme il l'appelle à la 2-2. Donc on va bien sûr faire pas le grand détail de la carrière de Sting, parce que bon, revenir sur 30 ans de carrière c'est un peu compliqué. Mais on va essayer de revenir sur les grands moments de sa carrière. Et tout d'abord, je vais vous demander, messieurs, qu'est-ce que Sting représente à vos yeux? Renaud d'abord. Une icône, une légende et la face de la face de la WCW. Il faut savoir que Sting, c'est un homme qui a su gérer sa carrière, surtout. C'est un vrai père de famille qui a toujours eu la même femme, qu'il a gardé éloignée très loin du business pour pouvoir la conserver, justement, parce que ça, c'est des choses qui arrivent souvent aussi quand la femme est dans le business, des fois ça pète. Là, c'est pas le cas, et c'est vrai que c'est un gars qui a su gérer sa carrière de A à Z, du début à la fin, qui a fait très attention à son argent et à son hygiène de vie. Même si à un moment donné, il a eu une légère période en 98 où il a commencé un peu à toucher à l'alcool, mais il s'est très vite arrêté, et maintenant c'est un homme très très croyant aussi depuis ce temps-là. Donc pour moi, Sting, c'est ça, c'est le gars parfait, le catcheur qui a su gérer sa carrière un peu à la Ricky Steamboat, tu vois, c'est un peu le même genre de gars. Pas la même carrière en termes de catch, mais en termes d'homme et d'hygiène de vie, c'est très proche. Sébastien. Moi, je pense qu'à la TNA, c'est quand même un des piliers, un des personnages vraiment forts qui a propulsé un petit peu la TNA sur la chaîne nationale à l'époque. Je me rappelle que ses débuts c'était en 2003 pour les 1 an de la compagnie. Il avait fait une petite apparition. Ensuite, il avait fait un retour plus important en 2005 pour son premier vrai run lors du pay-per-view Final Resolution. Et d'ailleurs, les officiels avaient révélé bien plus tard que ce pay-per-view, c'était pendant très longtemps le pay-per-view le plus vendu de loin de l'histoire de la compagnie. Donc ça montre quand même qu'il a eu un certain impact, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, un certain impact. Hein. Et sinon, ouais, pour moi, c'est quand même un des piliers très importants de la TNA. Et pour vous, en quoi Sting est unique? Sébastien. Oh, putain, je savais pas Et qu'on ouais. allait philosopher ce soir. Non, mais en quoi Sting est plus intéressant à voir qu'une autre légende de la TNA ou d'une autre Je fédération? pense qu'il a une certaine aura quand même. Rien que le fait pendant très longtemps d'être la seule légende à ne pas avoir combattu à la WWE, c'était le cas à l'époque, le WCW bien sûr et l'époque TNA. C'était un plus non négligeable. Ça faisait de lui quelqu'un peut-être à part. Et c'est ça aussi qui apportait un côté, je pense, unique à Sting. Renaud. Ouais, totalement. Déjà, ça c'est clair. Et puis c'est ce personnage de The Crow aussi. Ça, à ce moment-là, parce que bon après Sting au début des années 90, ils ont fait une star. Les petits étaient fous de lui, il était blond décoloré, les cheveux en pique. C'est vrai que les petits étaient fous de lui. Puis il y a une période,
vers 94-95 où c'était un peu plus soft. Il était un peu tombé. Il était présent pour le titre US par exemple. Il était plus trop dans les main events. Mais c'est vrai que la NWO lui a fait un bien fou. Et son personnage de The Crow a vraiment hyper bien marché auprès des fans. Il était seul face à la NWO. Et c'est là que ça a pris. Et depuis, il a eu une aura et il est resté vraiment sur cette lignée très très bonne. Et pour répondre à Rubenito sur le chat, il a déjà été heel. Ça n'a pas du tout marché. En 99, il avait rejoint le pote à Vince, Lex Luger. Bon, il avait déjà été avec Luger avant, mais ils étaient face. Mais quand Luger était heel en 99, il avait rejoint Luger et avait trahi Hogan, mais ça avait vraiment pas marché. Ça n'a pas duré longtemps. En tout cas, la WCW. Donc on va parler de la carrière de Sting. Déjà, comment il est devenu catcheur. Bah, moi, je sais qu'il était bodybuilder à la base, Mm. Sting, et que c'était pas du tout un fan de catch. Mais alors vraiment pas. Hein. Autant il y a des mecs comme Shawn Michaels ou Daniel Bryan, enfin voilà, Ryback, des gars comme ça, c'est vraiment des fans de catch à la base. Tout ça, Ziggler. Mais alors lui, Sting, c'était pas du tout ça, c'était un bodybuilder et il connaissait juste Hogan de nom et surtout par rapport au film Rocky 3. Donc c'est même pas en ayant vu Hogan dans un ring quoi. C'est Mm. vraiment dans Rocky le film. Après catcheur, je te laisse parler. Il a rencontré un promoteur qui recherchait qui voulait former un clan de quatre catcheurs au physique assez impressionnant. Et c'est comme ça qu'il est devenu catcheur. C'était un moyen de payer les factures pour lui et au fil du temps, même si les premières années ont été très compliquées au niveau de l'argent et au niveau des shows, après il a gagné en popularité et c'est comme ça qu'il est devenu petit à petit le Sting qu'on connaît. Donc au départ, ce Renault, je pense que tu peux en parler, puisque Seb, je suis pas sûr qu'il ait vu quelques matchs de cette équipe. Il a fait équipe avec l'Ultimate Warrior. Exactement, ouais, il était en team avec l'Ultimate Warrior et c'était très mauvais. C'était très mauvais parce que c'était deux gars qui faisaient pas grand chose dans un ring. Sting avait quand même plus de prise, mais ils étaient vraiment en mode bodybuilder, quoi. Même Sting, c'était assez impressionnant. C'était vraiment deux grosses baraques qui mettaient des coups de poing et des coups d'avant-bras. Donc il y a franchement pas grand chose à en tirer à part. Bon voilà, on sait que les gars derrière ils ont eu une grosse carrière, Sting et Ultimate Warrior, mais après en termes de catch, si on veut voir cette team-là, il y a franchement rien à sortir du lot, quoi. Et est-ce que c'est vrai ou pas qu'à l'époque, quand Vince McMahon, pas moi, a voulu recruter, voulait recruter l'un des deux, finalement il a choisi Ultimate Warrior. Ah oui oui, c'est son choix de base, ça a toujours été l'Ultimate Warrior, il a toujours dit. Donc ouais bien sûr je confirme, c'est son choix, ça a été Ultimate Warrior et il a signé Warrior. Drôle de choix, hein, quand on sait après ce que Warrior faisait dans un ring et ce que Sting faisait dans un ring, mais bon Warrior ça a marché aussi, il a eu sa période très populaire. Hein. Oui, bien sûr, maintenant l'Ultimate Warrior est au Hall of Fame, donc c'est qu'il a une carrière qui a marqué les fans, et pas que les fans, les dirigeants de la WWE aussi. Donc finalement il n'a pas catché beaucoup en dehors de la WWE, Sting, puisqu'il arrive en 87. Je crois qu'à l'époque c'était encore NWA, la NWA, ouais, c'était encore Jim Crockett. exactement. Est-ce qu'il y a des matchs qui t'ont marqué au début de sa carrière avant les Four Horsemen? Bon, non, ça part sur de 88. Son passage dans les Forcemen a été déjà très 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 court. Mais c'est vraiment à partir de 88 où on peut parler du match contre Ric Flair. C'était au premier Clash of Champions de l'histoire. D'ailleurs, j'ai une petite Ouais. information sur ce match. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'était le main event, un match de 45 minutes où le manager JJ Dillon était dans une cage du ring pour pas qu'il y ait d'intervention. Donc c'est un match qui a fini, je vais pas dire le résultat pour ceux qui veulent regarder le match. Et c'est très frustrant tout de même. Oui, c'est pour le match de champion du monde, poids lourd, de la NWA. Et c'est un show qui était diffusé gratuitement à la télé. Je crois que c'était à la chaîne TNT Mhm. ou TBS, je sais plus. Enfin bref. Et c'était en face le même jour, à la même heure de WrestleMania 4, qui était en pay-per-view. Et je crois que Exactement. ça avait fait des ratings très impressionnants à l'époque. Exactement. T'es bien documenté, hein. Et j'ai vu le match tout à l'heure, side. Est-ce qu'il y a d'autres matchs qui t'ont marqué, Renaud, avant que Sting devienne The Crow? Ah oui. Oui, il y a encore un autre match contre Ric Flair justement. C'est au Great American Bash 90 où il remporte son premier titre de champion du monde. Donc c'est un match hyper important, vous imaginez, dans sa carrière, quoi. C'est son premier titre, c'est le titre de champion du monde. Et le match est très bon, et franchement très bon. Sting finit le match avec une poitrine limite bleue, quoi, tellement il a subi des athémies. Et je pense à un autre match aussi, il est le premier vainqueur du Battle Ball. C'était à Starrcade 91, Starrcade qui est un peu le WrestleMania pour la WCW.
Et Battle Ball, en fait, c'était un match où il y avait 2 rings collés comme un Wargames, il n'y avait pas de cage, mais il y avait 2 batailles royales. Il y avait une bataille royale dans un ring et une autre dans un autre ring. Et les 2 gagnants de la bataille royale s'affrontaient après en finale. Là, c'est les 2 gagnants, ça avait été Sting et Lex Luger, décidément. Luger, on en parle. Et c'est Sting qui bat Luger en finale, donc il gagne aussi cette Battle Ball, le premier de l'histoire. Après, le match en lui-même n'est pas spectaculaire, mais pour le résultat, c'est assez impressionnant pour Sting. Et sinon, ouais, en 93-94, je dirais ses combats contre Big Van Vader. Les combats contre Vader, il y en a pas un de mauvais, hein. Franchement pas un. Et contre Rick Rude. Les combats contre Rick Rude aussi sont très bons. Voilà. Et donc, c'est en quelle année qu'il change de personnage en 96, non? Ouais, c'est avec la NWO, hein. C'est quand la NWO arrive. Parce que la NWO avait pris un faux Sting dans la NWO et Luger était persuadé que son pote Sting avait vraiment rejoint la NWO. Sting lui disait c'est pas moi qui est dans la NWO, mais Luger voulait pas le croire. Donc Sting a commencé à vraiment en avoir marre de ses potes et de la NWO et c'est là qu'il est devenu The Crow, donc ouais, 96, ouais. Et donc, on suppose que ce changement, c'était plus pour, on va dire, coller à l'époque, parce que début des années 90, c'était encore des personnages très cartoon, on va dire. Un peu à la manière de Jeff Jarrett qu'on a reçu en interview, une interview que vous pouvez écouter sur YouTube. Il a dû changer de personnage, parce que ça collait plus à l'époque, quoi. Ah oui, c'est adapté totalement. C'est adapté totalement à ce que proposait le catch à ce moment-là, mais c'est vrai que ça lui a fait un bien fou parce que même les bad guys, hein, les mecs, la NWO, on n'avait jamais vu ça, quoi. Voir Hogan cracher sur une caméra, enfin faire des choses comme ça, alors que le mec disait prenez vos vitamines et tout, c'est une révolution. Et ça a fait un bien fou à Sting puisqu'il était seul face à toute la NWO. Alors il y avait des gars qui gravitaient autour, mais DDP par exemple n'avait pas encore pris une telle ampleur à ce moment-là. Flair était un peu écarté. C'était vraiment Sting seul, quoi, le justicier qui était en haut, qui parlait plus, qui était juste avec son corbeau, sa batte de baseball, et ça a pris une ampleur pas possible auprès des fans, quoi. Les masques de Sting sont vendus par milliers dans toutes les arénas. Donc c'est vrai que la NWO a fait du bien à la carrière de Hogan, de Nash et de Scott Hall, surtout celle d'Hogan, où il fallait un second souffle. Ça lui a fait un bien fou. Et ça a fait énormément de bien à Sting, quoi. C'est vraiment un gars qui a profité de la NWO, c'est bien lui. En 2015, c'est l'Annulo qui aide Sting. Bon, enfin bref, ça c'est un autre Ouais. sujet. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des matchs peut-être à regarder sur la fin de Sting à la WCW? Puisqu'on Ouais, rappelle déjà. la WCW a fermé en 2001. Ouais, donc déjà, pour la petite histoire, il faut savoir encore une fois qu'il avait affronté Flair lors du dernier match à Nitro. Donc c'est le main event, le dernier match de Nitro face à Flair. C'est pas un match beau à voir. Je veux dire, il n'est pas spectaculaire comme le Great American Bash ou Clash of Champions 88. Mais pour l'histoire, c'est peut-être un match à regarder. Il faut savoir qu'il avait affronté Flair lors du premier Nitro aussi. Mais surtout, si on veut voir un match de Sting, c'est face à Hollywood Hogan, à Starrcade 97, qui avait été appelé le match de la décennie, où Sting avait enfin eu Hollywood Hogan parce qu'on lui donnait la NWO, mais lui ce qu'il voulait en fait c'était Hollywood Hogan. Et là on lui donne dans le main event. Et c'est vrai que ce combat-là, c'est peut-être le plus grand combat de la carrière de Sting à la WCW. Encore une fois, pas en termes de qualité, parce que bon, Hogan aussi, c'est pas non plus le mec qui va te faire des prises de fou. Mais c'est vrai qu'il y a tellement une aura et la foule est à fond. C'est vraiment un match qu'il faut voir qui a marqué la carrière de Sting, où il devient encore champion du monde d'ailleurs, à ce moment-là. Et je dirais Sting contre DDP. Alors c'est pas pour faire le fanboy de DDP, mais à Nitro 99, où DDP remettait sa ceinture en jeu contre Sting, et c'est sincèrement l'un des meilleurs combats de l'histoire de Nitro. Le match il est hyper disputé. Alors là c'est en termes de catch que je dis ça. C'est un très très bon combat. Donc ouais, je dirais celui-là. Sting DDP pour le côté combat, le in-ring, et Sting Hogan pour toute l'aura que ça apporte. Et contrairement au Hogan Ultimate Warrior, le Sting Hogan n'a pas déçu. Non, 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 il a pas déçu. Oui, tu parles de Hogan Ultimate Warrior de la WCW. Oui. Oui, c'était à Halloween Havoc 98, c'est vrai que c'est terrible. Par contre, faut bien préciser le Sting Hogan de la WCW, hein, parce que de la TNA à Bound for Glory 2011, c'est pas un match que je vous recommande. Même s'il était meilleur que les attentes à l'époque. Mais c'est vrai que non, faut pas voir. Et tu fais bien de parler de TNA, Sébastien, parce que c'est à 3 d'entrée en jeu. On va appeler le quatrième arbitre et Renaud va sortir. Changement. Mais tu pourras revenir après, à la fin du match, pour redonner ton t-shirt aux supporters. Ah, cool. Si tu renvoies pas la gueule comme ma bolotte. Ça risque fortement d'arriver, ça. Donc, Sébastien, tu nous as dit donc gros début de Sting en 2002, enfin apparition de Sting en 2002, mais surtout arrivé en 2005 avec la rivalité contre Jeff Jarrett. Est-ce qu'il y a des matchs qui t'ont marqué
dans les premiers matchs de Sting à la TNA? Les matchs qui m'ont marqué, je veux dire pas spécialement parce qu'il a pas été exceptionnel dans le ring, j'ai trouvé sur son run TNA, mais peut-être sur son début de carrière le 22 octobre 2006, Bound for Glory, il bat Jeff Jarrett pour devenir champion du monde NWA, parce qu'à l'époque c'était le championnat du monde NWA et non pas TNA pour le titre mondial. C'est le premier titre gagné par Sting depuis 99, donc peut-être un peu pour l'histoire. Regardez ce match-là face à Jarrett à Bound for Glory. Et je crois que aussi Sting a marqué l'histoire de la TNA avec l'un des clans les plus réputés de l'histoire de la TNA, avec la Main Event Mafia, avec Kevin Nash, Booker T, Scott Steiner et d'autres. Tu peux nous parler un petit peu de cette faction? Comme on en avait parlé un peu plus tôt, ouais, c'était un chouette groupe quoi, avec que des catcheurs confirmés. En quelque sorte, c'était l'élite du catch qui se réunissait. Et donc ça formait un sacré clan, clairement l'un des plus grands de l'histoire de la TNA. Alors il y a une nouvelle Main Event Mafia qui s'est formée des années plus tard, qui n'aura pas sans doute la même aura. Il y avait Magnus, Samoa Joe, Rampage Jackson qui composaient ce clan-là. Donc c'était pas forcément un des points qui m'avait particulièrement plu. Je préférais l'original à la copie, clairement. Et je pense qu'on va déconseiller les derniers matchs de Sting à la TNA, notamment contre Ethan Carter, 3e du nom, ou Magnus, qui sont pas forcément des classiques. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Aussi un match contre Bully Ray à Slammiversary 11. Un match ultra overbooké, comme ça a été le cas très souvent sur les derniers matchs de Sting. Beaucoup d'overbooking, et c'est une des critiques qu'on fait à la TNA depuis des années, quoi. L'overbooking, ça nuit beaucoup à la qualité des matchs. Fallait bien cacher les faiblesses physiques de Sting à son âge, qui a plus de 50 ans. Je sais pas quel âge il a exactement. 56. 56. Donc oui, à l'époque, la cinquantaine passée, quoi. Il n'est pas Ric Flair qui veut. Avant de conclure ce focus sur la carrière de Sting, est-ce que vous avez un pronostic, messieurs, sur le match si on parle de Sting, c'est parce qu'il y a un main event à Night of Champions entre Seth Rollins et Sting pour le titre de champion du monde poids lourd. Sébastien, ton pronostic? Je suis partagé. Alors autant je vois pas Seth Rollins perdre le titre, autant je vois pas Sting repartir avec la ceinture. Donc à mon avis, il y aura une fin pas très clean, peut-être un no contest. Seb, il prend pas de risque. Et toi, Renaud? Ouais, je dirais quand même Seth Rollins parce que bon, ouais, ça me semble logique. Enfin, Sting, je vois pas devenir champion du monde maintenant, là, à son âge avancé. Ça serait bien pour Rollins qui conserve en plus. Donc je dirais Rollins. Ça serait bien sur son CV d'ailleurs. Avoir une victoire sur Sting, c'est cool. Sur son tableau de chasse. On sait jamais, Sheamus peut être dans le coin avec sa manette. Exactement, ouais. On verra bien le 20 septembre pour Night of Champions. Et évidemment, il y aura un podcast en direct le lendemain, le 21. Le lundi 21 à 22h30. Et le lendemain sera disponible sur la chaîne YouTube en montée, en bien fini. Et sur, évidemment, iTunes. On vous remercie d'avoir écouté ce 3e épisode de Catch-moi si tu peux. Il y en a 2 autres à écouter. Il y a plein d'interviews que vous pouvez écouter aussi sur notre chaîne YouTube et sur iTunes. Et on vous donne rendez-vous le 21 septembre pour Night of Champions. Tiens, bonsoir. Ciao. Salut les amis. Afraid of the big black bat.